Comment une aviatrice aussi célèbre qu'Amelia Earhart a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Aujourd'hui, nous allons explorer les théories les plus saisissantes sur ce qui s'est réellement passé avec son avion lors de ce voyage fatidique autour du monde. Numéro 5. Amelia Earhart. Mais pour toucher le ciel. Amelia Earhart n'a jamais été destinée à rester au sol. Même avant de monter dans un avion, elle avait un esprit qui refusait d'être enchaîné. Ce n'était pas quelqu'un qui suivait les règles juste pour le principe. Elle avait soif d'aventure, une foi de l'inconnu. Depuis toute petite, elle était convaincue que la vie ne consistait pas à rentrer dans le moule des attentes qu'on lui imposait. Et peut-être que c'est cela qui l'a rendue différente, qui l'a destinée à toucher le ciel et, tristement, à y mourir. Née le 24 juillet 1897 à Atchison, Kansas, Amelia n'a jamais été le genre de petite fille à prendre des risques. Alors que les autres enfants passaient leur journée à faire ce qu'on attendait d'eux, Amelia grimpait aux arbres, courait dans les champs et repoussait les limites de ce qu'une jeune fille était censée faire. Elle avait une petite sœur, Muriel, sa meilleure amie et complice d'aventure. Aucune des deux n'était intéressée par les poupées ou les goûters. Elle voulait construire des choses, explorer et voir jusqu'où elle pouvait aller. Leurs aventures impressionnantes vont te laisser sans voix. Savais-tu qu'Amelia a construit des montagnes russes artisanales dans son jardin? Elle et Muriel ont utilisé des planches, des caisses et tout ce qu'elles trouvaient pour créer une piste qui partait du toit de leur cabanon à outils. Quand tout a été prêt, Amelia est montée. Elle est montée dans sa petite voiture improvisée et s'est lancée sur la piste. Elle s'est écrasée, s'est écorché les genoux et en a eu le souffle coupé. Mais au lieu de pleurer, elle s'est relevée en souriant. C'était comme voler, dira-t-elle plus tard. Sans que ses parents ne le sachent, l'accident annonçait déjà ce qui allait arriver. Mais l'aviation n'était même pas dans son champ d'intérêt. À l'époque. Au contraire, elle était attirée par les femmes qui défiaient les attentes. Elle avait un album de coupures, rempli d'articles de journaux sur des femmes qui avaient accompli de grandes choses. Des médecins, des athlètes et des exploratrices. Elle ne se contentait pas de les admirer. Elle les voyait comme la preuve qu'elle aussi pouvait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais l'enfance d'Amelia n'a pas été faite que d'aventures et de rêves. La vie à la maison n'a pas toujours été facile. Son père, Edwin Earhart, luttait contre l'alcoolisme, ce qui provoquait de l'instabilité dans la famille. Puis, le jour qui a tout changé est arrivé. En décembre 1920, Amelia et son père ont assisté à un meeting aérien à Long Beach, en Californie. Elle n'avait jamais envisagé l'aviation auparavant. Voler était quelque chose de nouveau, de dangereux, et considéré comme quelque chose réservé aux hommes. Mais lorsqu'elle a vu l'avion fondre le ciel, quelque chose s'est éveillé en elle. Son père a payé un vol de 10 minutes avec le pilote Frank Hawks. Cela devait être simplement une expérience amusante, une émotion unique. Mais dès que l'avion avait collé, Amelia a compris que ce n'était pas qu'un simple divertissement. C'était la liberté. C'était un but. Selon elle, un moment d'appartenance. Comme si le ciel l'avait appelée depuis toujours. Et qu'elle avait enfin répondu à cet appel. À partir de ce moment-là, Amelia était déterminée à devenir pilote. Mais vouloir voler et en avoir l'opportunité étaient deux choses très différentes. Les cours d'aviation étaient chers et les écoles de pilotage n'étaient pas accueillantes envers les femmes. Mais Amelia ne s'est jamais découragée. Elle a accepté des petits boulots, économisant jusqu'au dernier centime. Elle a travaillé comme conductrice de camion, photographe et même sténographe. N'importe quel travail, du moment qu'elle pouvait gagner assez pour prendre des cours de pilotage. Finalement, en 1921, elle avait économisé assez d'argent pour sa première leçon officielle. Son instructrice était Netta Snook, l'une des rares femmes pilotes de l'époque. Netta s'est vite rendu compte qu'Amelia n'était pas une élève comme les autres. Elle était sérieuse, déterminée et prête à tout pour maîtriser le pilotage. Elle voulait se distinguer. Dans 6 mois, Amelia avait de nouveau économisé pour acheter son propre avion. C'était un Kinner Airster jaune, éclatant, un petit appareil mais robuste. Elle l'a appelé Canary et s'est sentie véritablement libre dans les airs. Voler est devenu son obsession. Elle s'est entraînée sans relâche, s'efforçant d'être meilleure, plus rapide et d'avoir davantage confiance en elle. En 1922, elle a établi son premier record, volant à 14 000 pieds,
plus haut que n'importe quelle autre femme. Mais ce n'était que le début. Elle a commencé à se forger une réputation de pilote chevronné et de symbole de ce que les femmes pouvaient accomplir. Elle donnait des conférences, écrivait des articles et encourageait d'autres femmes à se lancer dans l'aviation. Elle volait pour toutes les femmes à qui l'on avait un jour dit qu'elles ne pouvaient pas faire quelque chose. En 1928, la réputation d'Amelia avait grandi et elle reçut un appel qui allait changer sa vie. Où cela va-t-il la mener? Restez avec nous pour le découvrir. Numéro 4. Le vol en solitaire d'Amelia Earhart à travers l'océan Atlantique. Tout a commencé lorsque George Putnam, un éditeur et promoteur bien connu, l'a contacté. Il avait une proposition trop importante pour être ignorée. Une femme fortunée de la haute société, nommée Annie Fitzgerald. Elle avait acheté un avion et voulait parrainer la première femme à traverser l'océan Atlantique. Avec 2 records. La première femme à survoler le Pacifique et la première personne à le faire en solitaire. Elle avait prévu de le faire elle-même, mais a ensuite changé d'avis, estimant que c'était trop dangereux. À la place, elle voulait trouver la femme idéale pour prendre sa place. Cette femme serait Amelia. Le problème, c'est qu'Amelia ne piloterait pas l'avion. Elle serait une passagère. Pendant ce temps, Wilmer Stoltz pilotait l'avion, avec Lewis Gordon comme copilote et mécanicien. Même si elle n'avait pas les commandes, le vol en lui-même serait historique. Aucune femme n'avait encore traversé l'Atlantique par les airs. Le 17 juin 1928, l'équipe a décollé du port de Trepassey, à Terre-Neuve, pour un voyage amical. Le voyage fut épuisant. Il a duré plus de 20 heures et a mis leur endurance à rude épreuve. Ils ont rencontré un brouillard dense, des vents violents et le risque constant d'une panne mécanique. Chaque instant dans les airs était incertain, mais ils ont finalement atterri à Barryport, au pays de Galles. La traversée avait été un succès. Même si Amelia avait techniquement marqué l'histoire, elle ne sentait pas avoir accompli grand-chose. Plus tard, elle a avoué qu'elle s'était sentie comme un sac de pommes de terre transporté à travers l'océan. Le fait de ne pas avoir piloté l'avion elle-même l'a laissée insatisfaite. Le monde, cependant, voyait les choses autrement. Elle a été accueillie avec un immense amour. En descendant de l'avion, les journalistes l'ont entourée, désireux de capturer chaque détail de son voyage. Son visage est apparu dans les journaux du monde entier et elle a été célébrée comme une héroïne. Un défilé a été organisé en son honneur à New York et elle a été invitée à la Maison-Blanche. Pratiquement du jour au lendemain, Amelia était devenue un symbole de courage et de progrès. George Putnam l'a encouragée à profiter de l'instant. Il l'a aidée à publier un livre, 20 heures, 40 minutes, dans lequel elle détaillait ses expériences pendant le vol transatlantique. Elle a commencé à parcourir le pays, donnant des conférences et défendant la cause des femmes dans l'aviation. Elle a même lancé sa propre ligne de vêtements pratiques et élégants pour pilotes. Cependant, malgré toute l'attention et le succès, Amelia n'était pas satisfaite. Elle avait reçu une reconnaissance internationale. Mais elle savait qu'elle n'avait pas encore prouvé qu'elle était une véritable pilote. Le monde la voyait comme une briseuse de records, mais au fond d'elle-même, elle ressentait le besoin de mériter ce titre. Elle ne voulait pas être seulement reconnue comme la première femme à avoir traversé l'Atlantique. En tant que passagère, elle voulait être reconnue comme la première femme à voler en solitaire. Et ce qu'elle fit ensuite bouleversa le monde entier. Déterminée à y parvenir, elle commença à planifier. En 1932, tout était prêt. Elle avait choisi un Lockheed Vega 5B rouge vif pour le vol, et le 20 mai, elle monta dans le cockpit et se prépara pour le défi qui l'attendait. Le plan était de décoller de Harbor Grace, à Terre-Neuve, et d'atterrir à Paris. Cependant, tout comme le vol historique en solitaire de Charles Lindbergh, 5 ans plus tôt, le voyage se transforma rapidement en une lutte pour la survie. Presque immédiatement, Amelia dut affronter des vents implacables qui poussaient son appareil. Au fil des heures, de la glace commença à se former sur les ailes, menaçant d'alourdir l'avion. Puis, l'un de ses instruments tomba en panne et son altimètre cessa de fonctionner, si bien qu'elle ne pouvait plus savoir à quelle altitude elle se trouvait. Volant seule dans l'immensité du ciel, elle dut se fier entièrement à son instinct et à son expérience pour piloter en toute sécurité. Après près de 15 heures de vol, elle aperçut enfin la terre en contrebas. Cependant,
ce n'était pas Paris. Les vents violents l'avaient déviée de sa trajectoire. À la place, elle se trouvait au-dessus de l'Irlande. Pour éviter de prendre plus de risques, elle atterrit dans un champ près de Culmore, un petit village d'Irlande du Nord. Lorsqu'un ouvrier s'approcha à peine, la première chose qu'elle demanda fut « Où suis-je » Elle n'était pas arrivée à destination, mais cela n'avait aucune importance. Elle avait accompli ce qu'aucune femme n'avait fait avant elle. Elle avait traversé l'Atlantique en solitaire, selon ses propres conditions. Cette fois, il ne faisait aucun doute qu'Amelia avait gagné sa place dans l'histoire. Le monde s'est de nouveau enflammé de célébrations, mais la reconnaissance avait une saveur différente. Cette fois, non seulement elle avait égalé l'exploit de Lindbergh, mais elle l'avait accompli dans des conditions bien pires, sans altimètre fonctionnel et à bord d'un avion bien moins avancé que le sien. Elle reçut de nombreux honneurs, dont la Distinguished Flying Cross, et devint la première femme à recevoir une prestigieuse décoration militaire. Le roi d'Angleterre la félicita et le président Herbert Hoover l'invita à la Maison-Blanche. Elle s'était officiellement imposée comme l'une des meilleures aviatrices de son époque. Malgré ses succès, Amelia n'avait aucune intention de ralentir le rythme. Le vol au-dessus de l'Atlantique n'avait fait qu'approfondir son désir de repousser les limites. En 1935, elle devint la première à voler en solitaire d'Hawaï à la Californie, une route encore plus dangereuse que celle de l'Atlantique. Traverser le Pacifique était imprévisible, sans aucun endroit sûr pour atterrir en cas d'urgence. Beaucoup avant elle avait tenté ce voyage, et aucun n'y était parvenu. Pourtant, elle l'a fait avec la même détermination qui l'avait poussée à voler. Elle a établi des records, notamment en devenant la première femme à traverser les États-Unis en solitaire et sans escale. Et a réalisé le vol transcontinental le plus rapide jamais effectué par une femme. Chacune de ces réussites a renforcé son rôle de leader, non seulement dans l'aviation, mais aussi comme source d'inspiration pour les générations futures. Amelia ne s'est jamais dérobée devant un défi, et elle se préparait maintenant pour l'aventure la plus incroyable de toutes, un tour du monde en avion. Mais la fin a laissé le monde entier les larmes aux yeux. Numéro 3. Le dernier voyage d'Amelia Earhart. Nous avons déjà mentionné qu'en 1937, Amelia Earhart avait déjà battu des records dans l'aviation, mais elle n'en avait pas fini. Il lui restait encore un dernier défi audacieux à conquérir. Être la première femme à faire le tour du monde en avion. C'était une mission sans pareille. Il ne s'agissait pas seulement de vitesse, ni d'établir un nouveau record. Ce vol allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris en tant que pilote. Le voyage couvrirait 47 000 km, traversant les vastes océans et continents qui divisaient le monde. C'était le vol le plus ambitieux jamais tenté par une aviatrice, et Amelia était déterminée à le mener à bien. Cependant, cette fois, elle ne volerait pas seule. Fred Noonan, un navigateur expérimenté, volerait avec elle. Amelia était une pilote brillante, mais naviguer au-dessus des vastes océans, surtout à une époque où la technologie aéronautique était encore limitée, nécessitait quelqu'un avec l'expérience de Fred. Ensemble, ils devraient planifier soigneusement chaque itinéraire, calculer la consommation de carburant et affronter une météo imprévisible. Si quelque chose tournait mal, cela pouvait signifier un désastre. Le 1er juin 1937, Amelia et Fred ont décollé de Miami, en Floride, à bord d'un élégant Lockheed Electra bimoteur. Une petite foule s'était rassemblée sur la piste, observant l'avion rugir au démarrage. Les roues ont quitté le sol et Amelia s'est envolée vers le ciel. Son rêve, désormais réalité. La première étape de leur voyage les a menés vers le sud à travers l'Amérique, avec une escale à Porto Rico, puis cap sur le Brésil. Amelia avait déjà survolé des océans, mais à chaque fois, elle comprenait le risque. Si quelque chose arrivait sur la terre ferme, il y avait la possibilité d'un atterrissage d'urgence. Mais en haute mer, l'histoire était différente. Ils se sont lancés dans la traversée difficile de l'Atlantique, du Brésil jusqu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Amelia avait étudié méticuleusement chaque détail de l'itinéraire en tenant compte des courants aériens, des schémas météorologiques et des points de repère océaniques. Malgré les difficultés inhérentes à un vol transocéanique, elle et Fred ont habilement navigué à travers des conditions atmosphériques turbulentes, accomplissant avec succès l'étape jusqu'aux côtes africaines sans incident majeur. Leur périple les a menés au-dessus de l'immensité du désert du Sahara,
où Amelia a été fascinée par le spectacle visuel d'un horizon sans fin, baigné de tons dorés et ocre. La paradoxalité du paysage ne lui a pas échappé. Sous ses yeux s'étendait un territoire vaste et imposant, mais chaque kilomètre carré représentait un défi potentiellement mortel en cas d'atterrissage d'urgence, avec ses dunes traîtresses et son terrain accidenté. Ils ont poursuivi leur route vers l'est, effectuant des arrêts stratégiques au Soudan puis en Inde. À chaque escale, Amelia et Fred suivaient un protocole rigoureux, en plus de faire le plein de carburant. Ils consacraient beaucoup de temps à se reposer, à vérifier les systèmes de l'avion et à mettre à jour méticuleusement leur plan de vol. La nature de cette expédition ne laissait aucune place à l'erreur. La moindre imprécision dans leurs calculs de navigation pourrait entraîner un écart de plusieurs centaines de kilomètres par rapport à leur itinéraire prévu, une erreur potentiellement catastrophique dans des régions aussi reculées et difficiles. Le voyage à travers l'Asie du Sud-Est, avec des escales prévues en Thaïlande et en Indonésie, commença à révéler l'usure physique et mentale chez les deux aviateurs. Les heures interminables passées dans la cabine exiguë de l'avion, exposées à des vibrations constantes et à des variations de pression, mirent leur endurance à rude épreuve. Cependant, Amelia fit preuve d'une résilience extraordinaire. Sa détermination semblait se renforcer à chaque nouveau défi, et sa capacité à rester concentrée, même lorsque l'épuisement menaçait de troubler son jugement, était véritablement remarquable. En atteignant l'Australie, ils avaient parcouru une distance impressionnante. Mais ils savaient que le véritable défi ne faisait que commencer. Devant eux s'étendait l'immensité de l'océan Pacifique, imposant et mystérieux. Depuis le continent australien, ils dirigèrent leur appareil vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, effectuant un atterrissage précis à l'AE. C'est à ce point stratégique qu'Amelia et Fred se consacrèrent à préparer minutieusement ce qui allait être l'un des segments les plus critiques et dangereux de leur aventure, le vol vers l'île Ola. Une minuscule bande de terre perdue dans l'immensité du Pacifique, dont la localisation précise serait cruciale pour leur survie. Mais aucun d'eux n'avait prévu la tragédie qui allait se produire. Restez avec nous pour découvrir ce qui a mal tourné. L'île Ola était une étape clé de leur voyage. Elle devait servir d'escale pour se réapprovisionner avant de continuer vers Hawaï et de revenir en Californie, complétant ainsi le périple. Mais y parvenir allait être un véritable défi. L'île ne mesurait que 3 km de long et était entourée par un océan infini. Il faudrait une navigation extrêmement précise et une communication radio parfaite pour la trouver. Le 2 juillet, Amelia et Fred ont décollé de l'AE en direction de l'île Ola. Le vol a été long. On parle d'environ 4000 km au-dessus de l'océan. Contrairement à un vol au-dessus de la Terre, où les montagnes, les rivières et les villes pouvaient servir de repères visuels, ce voyage dépendrait entièrement des calculs de Fred et du contact radio avec l'Itasca, un navire de la garde côtière américaine stationné près de l'île pour les assister. Au début, le vol semblait se dérouler sans accroc. Ils ont suivi l'itinéraire prévu, volant droit vers leur destination, mais à mesure qu'ils approchaient, les choses ont commencé à mal tourner. Des nuages se sont accumulés, rendant difficile pour Fred de prendre des mesures précises. La communication avec l'Itasca est devenue irrégulière et les messages d'Amelia se sont faits plus pressants. Elle a signalé qu'ils étaient à court de carburant. Les opérateurs radio de l'Itasca ont essayé de lui donner des indications, mais quelque chose clochait. Amelia ne pouvait pas les entendre, ou alors c'était eux qui ne pouvaient pas l'entendre. L'équipage du navire a envoyé des signaux de fumée, espérant qu'elle les verrait depuis les airs, mais rien n'indiquait qu'elle les ait aperçus. Au fil des minutes, la situation est devenue de plus en plus désespérée. La dernière transmission connue d'Amelia était tendue. Elle a indiqué qu'elle pensait être près de l'île, mais qu'elle ne pouvait pas la voir. Puis, le silence. Quelque part au-dessus du Pacifique, Amelia et Fred étaient en grave difficulté. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Numéro 2. Les efforts pour localiser Amelia Earhart. Amelia Earhart avait parcouru près de 35 000 km en avion. Surmontant l'épuisement, des problèmes mécaniques et une météo imprévisible. Son arrêt crucial pour faire le plein n'était qu'à quelques centaines de kilomètres de l'île Ola. Tout avant que le silence ne s'installe, l'Itasca a reçu un message d'Amelia, colonisée par les États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, indiquant qu'elle se trouvait à environ 200 000.
Elle semblait calme et sûre d'elle. Elle a même donné sa position estimée et a affirmé qu'elle et Fred, merci. Ils étaient en train d'ajuster leur cas. L'équipage de l'Itasca s'est préparé à leur arrivée, scrutant le ciel à la recherche du premier aperçu de leur avion. Mais au fil des minutes, l'inquiétude a commencé à les gagner. Nous avons mentionné plus tôt qu'elle avait envoyé une transmission indiquant qu'elle était à court de carburant. Puis, à 8h43 du matin, son dernier message confirmé est arrivé. Nous sommes en ligne. 157 337. Nous allons répéter ce message. Nous le répéterons sur 6210 kilocycles. Attendez. On l'entendait tendu. L'équipage de l'Itasca a répondu frénétiquement, lui envoyant des signaux. Mais ils n'ont pas pu déterminer si elle les entendait. Puis, le silence. L'équipage a attendu, espérant une autre transmission. Il scrutait l'horizon, les yeux rivés vers le ciel, espérant apercevoir les ailes argentées de son Electra perçant les nuages. Mais il n'y eut aucune réponse. Ils ont continué à l'appeler, à envoyer des signaux, à tester toutes les fréquences possibles. Mais le silence s'est prolongé de plus en plus. Quelque chose avait mal tourné. L'Itasca est passé à l'action, sillonnant les eaux à la recherche du moindre signe de l'avion disparu. Ils ont suivi les coordonnées qu'Amelia avait transmises pour la dernière fois, dans l'espoir d'apercevoir des débris, ou mieux encore, un canot de sauvetage flottant. Mais l'océan s'étendait à perte de vue, et il n'y avait rien. La nouvelle de sa disparition s'est rapidement répandue. Le lendemain, la marine des États-Unis avait lancé une opération de recherche à grande échelle, mobilisant des navires et des avions pour couvrir la plus grande partie possible du Pacifique. L'USS Lexington, l'un des porte-avions les plus puissants de son époque, s'est joint à l'opération, accompagné de plusieurs cuirassés et d'avions de reconnaissance. Mais ce n'était pas tout. Les enquêteurs se sont concentrés sur l'île Howland en fouillant les eaux environnantes. Certains pensaient qu'Amelia avait peut-être tenté d'atterrir sur l'île, bien qu'aucune trace de l'avion n'y ait été retrouvée. D'autres ont pensé qu'elle avait pu manquer Howland et s'écraser sur une île voisine. Par exemple, certains pensaient qu'elle s'était écrasée sur Nikumaroro, un atoll de corail inhabité situé à 560 km au sud de Howland. Peu de temps après, la marine américaine a commencé à recevoir de faibles signaux radio. Il s'agissait de messages faibles et indéchiffrables que certains pensaient provenir d'Amelia ou de Fred, tentant d'envoyer des appels de détresse. Après leur disparition, des radioamateurs ont affirmé avoir entendu des voix pendant plusieurs jours. Certains rapports suggéraient qu'elle était vivante, mais bloquée. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, le signal s'est interrompu et les pistes se sont épuisées. Le gouvernement américain a dépensé près de 4 millions de dollars pour les recherches. C'était l'opération de sauvetage aérien et maritime la plus coûteuse de l'époque. Des bateaux et des avions ont parcouru le Pacifique pendant plus de 2 semaines. Mais aucun débris n'a jamais été retrouvé. Ni radeau de sauvetage, ni trace d'Amelia ou de Fred. La recherche officielle a été suspendue le 19 juillet 1937 et Amelia Earhart a été déclarée disparue. En air. Mais pour le reste du monde, l'histoire ne faisait que commencer. Le fait qu'aucun débris n'ait été retrouvé a déconcerté tout le monde. Comment un avion a-t-il pu simplement disparaître sans laisser de traces? On aurait dû retrouver au moins quelques débris, même s'il s'était écrasé dans l'océan. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations. Par exemple, certains ont suggéré qu'Amelia était tombée en panne de carburant et s'était écrasée en mer, coulant avant que les enquêteurs ne puissent la retrouver. Rappelez-vous que l'océan Pacifique est vaste et puissant. Les courants marins auraient facilement pu engloutir son avion. Une autre théorie suggérait qu'elle s'était écartée de sa trajectoire et s'était écrasée sur l'île de Nikumaroro. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Des années plus tard, des restes osseux ont été découverts sur l'île, ainsi que des objets comme une chaussure de femme et des fragments d'avion. Certains chercheurs pensent que cela pourrait avoir été le lieu de repos final d'Amelia, mais aucune preuve définitive n'a été établie. Mais il y a eu des idées encore plus farfelues. Certains ont affirmé que les Japonais l'avaient capturée, qu'elle avait survécu et adopté une nouvelle identité, ou encore qu'elle avait participé à une mission secrète d'espionnage pour le gouvernement américain. Malgré des décennies de recherche, aucune preuve solide n'a été trouvée pour expliquer ce qui s'est passé.
Même si les recherches se sont arrêtées à ce moment-là, l'héritage d'Amelia Earhart, lui, ne s'est pas éteint. Sa disparition a fait d'elle un symbole de courage, de détermination et d'esprit d'aventure. Son histoire ne s'est pas terminée avec son dernier vol. En réalité, elle est devenue plus grande que nature. Des livres, des documentaires et d'innombrables recherches ont permis de garder sa mémoire vivante. Des experts en aviation, des historiens et même des détectives amateurs continuent de chercher des indices dans l'espoir de résoudre le mystère. Mais indépendamment de ce qui s'est passé lors de ces derniers instants, une chose est certaine, Amelia Earhart était bien plus qu'une simple aviatrice. Elle fut une pionnière, une icône et une femme qui a osé poursuivre l'impossible. Et même si le monde ne saura peut-être jamais exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, il subsiste des lueurs d'espoir après tant d'années. Continuez à lire pour découvrir davantage. Numéro 1. Le retour d'Amelia après 87 ans. Le mystère de la disparition d'Amelia Earhart. Il nous a accompagnés pendant près de 9 décennies. On l'a recherché, des théories ont été débattues, et même les expéditions modernes n'ont pas réussi à prouver ce qu'il était advenu d'elle. Puis, après 87 ans, tout a changé. La découverte de l'avion d'Amelia Earhart a été confirmée. L'annonce a eu lieu le 20 juillet 2024, marquant un moment historique dans l'histoire de l'aviation. Et apportant une conclusion à l'histoire pour beaucoup de ceux qui se sont interrogés sur son destin depuis sa disparition en 1937, une équipe de chercheurs, dirigée par le célèbre explorateur sous-marin Robert Ballard, a fait une découverte auprès de certains chercheurs. Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic, s'est lancé dans une expédition financée par National Geographic afin de retrouver l'avion Lockheed Model dit Electra d'Earhart. La zone de recherche s'est concentrée sur l'atoll isolé de Mikumaroro, dans le Pacifique, également connu sous le nom d'île Gardner, où certains pensaient qu'Earhart et son navigateur, Fred Minnan, auraient pu atterrir en urgence et survivre quelque temps. En utilisant une technologie sonar et des systèmes d'imagerie sous-marine de dernière génération à bord de son navire de recherche, l'équipe de Ballard a examiné minutieusement le fond marin autour de Mikumaroro. Leurs efforts ont porté leurs fruits en identifiant un champ de débris correspondant aux dimensions et à la structure de l'avion d'Earhart. Les débris reposaient à une profondeur d'environ 600 mètres. Ils comprenaient des parties d'un avion correspondant aux spécifications du Lockheed Electra. L'équipe de Ballard, composée d'archéologues marins et d'experts médico-légaux, a soigneusement documenté les débris et prélevé des échantillons pour des analyses ultérieures. Ils ont trouvé des parties du fuselage, des composants du moteur et des pièces métalliques qui ressemblaient à celles du Lockheed Electra. Ces découvertes ont apporté des preuves solides qu'ils avaient localisé l'avion disparu d'Amelia Earhart. La découverte n'a pas été confirmée immédiatement. Elle a nécessité une analyse approfondie et une comparaison avec les archives historiques et les photographies de l'appareil d'Earhart. Mais ce n'était pas tout. Selon Deep Sea Vision, une entreprise d'exploration océanique, ils ont scanné plus de 5200 miles carrés de fond marin avec un équipage de 16 personnes et le Kongsberg Discovery UJ 6000, le drone sous-marin non habité le plus avancé. Avant de découvrir ce qui pourrait être le Lockheed Electra de la légendaire aviatrice américaine, des experts du Conseil national de la sécurité des transports, NTSB, de Lockheed Marine et des historiens spécialisés dans le dernier vol d'Earhart se sont réunis pour vérifier l'authenticité des débris. L'opération de récupération a été méticuleuse et délicate. À l'aide de véhicules télécommandés, l'équipe a soigneusement récupéré des artefacts et des pièces de l'avion sur le fond marin. Chaque pièce a été cataloguée et préservée afin de garantir que chaque détail puisse être étudié pour reconstituer les événements entourant la disparition d'Earhart. Ils ont également prélevé des échantillons de sédiments autour des débris. Ces échantillons ont été essentiels pour déterminer les conditions environnementales qui ont pu affecter l'avion après son atterrissage ou son crash dans l'océan. L'analyse de ces échantillons pourrait fournir des informations sur la durée pendant laquelle les débris sont restés sous l'eau et sur ce qui est arrivé à Earhart et Minnan après leur disparition. L'emplacement des débris près de Mikumaroro concorde avec l'hypothèse selon laquelle Earhart et Minnan auraient survécu à un atterrissage forcé et vécu comme naufragés avant de périr. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette théorie avait déjà été soutenue par des artefacts découverts précédemment sur l'île.
Rappelez-vous que nous avons mentionné plus tôt qu'une chaussure de femme et d'autres objets qui auraient pu appartenir à Irav ont été retrouvés il y a quelques jours. La récupération de l'avion d'Amelia Earhart représente l'esprit d'exploration qui perdure et la quête du savoir. Cela apporte une forme de clôture aux familles d'Amelia Earhart et de Fred Ninan et rend hommage à leur héritage en tant que pionniers de l'aviation. Des projets existent pour préserver et étudier les artefacts récupérés au cours des prochaines années, apportant un nouvel éclairage sur l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Elle fut également la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire en 1932. Le 20 mai 1932, elle a traversé avec succès l'Atlantique de Terre-Neuve à Londonderry, en Irlande. Amelia a également établi d'autres records d'aviation remarquables qui vont te laisser sans voix. Par exemple, elle a décollé une fois de Terre-Neuve, au Canada, volant dans des conditions météorologiques difficiles pour atterrir dans un pré de Londonderry, Irlande du Nord, après un vol éprouvant de 14 heures. Cet exploit a propulsé sa renommée internationale et lui a valu des éloges et de l'admiration dans le monde entier. L'habileté d'Earhart en aviation ne se limitait pas au vol en solitaire. Elle a établi de nombreux autres records, notamment des records de vitesse et d'altitude pour les femmes pilotes. Son esprit audacieux et ses réalisations ont inspiré des femmes du monde entier, les encourageant à poursuivre des carrières dans l'aviation mais au-delà. Et ce, malgré les barrières sociales. Au-delà de ses exploits dans l'aviation, l'héritage d'Earhart perdurera à jamais grâce à son engagement en faveur des droits et de l'émancipation des femmes. Elle a été membre fondatrice des 99S, une organisation de femmes pilotes qui prône la place des femmes dans l'aviation. L'engagement d'Earhart dans la promotion des carrières aéronautiques pour les femmes reste un flux aujourd'hui encore, inspirant des générations de femmes pilotes à poursuivre leurs rêves dans les airs. Son impact sur la culture populaire est profond, avec d'innombrables livres, films et documentaires consacrés à sa vie et à sa disparition. Saviez-vous que la recherche d'indices sur son destin a donné lieu à plusieurs films et livres au fil des années? Amelia Earhart restera toujours dans les mémoires comme une amoureuse de l'aventure et une chercheuse infatigable de rêves. Son héritage est un phare d'émancipation et de résilience. Nous rappelons que les barrières peuvent être franchies et que les rêves peuvent devenir réalité grâce à la persévérance et au courage. En réfléchissant à son parcours remarquable, nous honorons sa mémoire et célébrons l'héritage durable d'Amelia Earhart, une icône qui a atteint des sommets et continue d'inspirer des générations à viser les cieux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.